Et peut-être avant de commencer la première table ronde, je voudrais peut-être laisser la parole à Laurent Musso qui est à ma droite et qui représente la DGRIS. Merci, Julia. Merci, Julia. Bonjour mesdames et messieurs, présentiel ou en ligne. Je suis donc le capitaine de frégate Musso. Je suis du ministère des Armées, de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie qui finance et pilote cet observatoire défense-climat. Ces dernières années ont été marquées par une prise de conscience accrue, vous le savez tous, à l'échelle mondiale, des liens entre le changement climatique et notre sécurité. Le ministère des Armées voit ce changement climatique comme un défi structurant, stratégique. Et au-delà des enjeux écologiques que nous saisissons tous, pour nous, il y a bien des conséquences majeures, à la fois sur l'environnement stratégique, c'est-à-dire sur la sécurité internationale, celle de l'Hexagone, évidemment, et nous avons des zones clairement concernées, mais aussi celle de notre outre-mer, qui est évidemment très exposée. Des enjeux sur la sécurité alimentaire, sur les mouvements de population, sur les ressources halieutiques dont dépendent des pêcheurs, peuples qui ensuite peuvent très bien se retourner vers d'autres activités illicites. Donc nous sentons bien que ces répercussions sont multiples et plurielles. Ensuite, très directement sur les missions du ministère des Armées, à la fois sur notre capacité à remplir nos missions, mais également sur notre capacité à être résilient et à faire en sorte que nos moyens capacitaires puissent répondre aux besoins de demain et répondre aux besoins de notre population. Si je dois donner une date de cet électrochoc, c'est évidemment la COP 21 en 2015, où pour la première fois au sein du ministère des Armées, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas que des enjeux euh, environnementaux comme nous les connaissons tous, mais clairement des enjeux sécuritaires, et que ces enjeux sécuritaires méritaient d'être traités. Et c'est toute la raison de cet observatoire financé par le ministère des Armées et par la DGRIS, c'est de confier à l'IRIS, que je remercie, l'étude approfondie des enjeux, des répercussions et des moyens d'atténuer pour nous les effets de ce changement climatique sur nos armées. Donc, cher Julia, cher François, cher Olivia, je vous remercie et je vous cède la parole pour ces tables rondes. Merci beaucoup. Euh, donc, on va pouvoir commencer avec la première table ronde. Pour cette première table ronde, on a choisi un thème qui vise un peu à être une introduction sur les grands enjeux climat, défense et de manière plus générale sur la manière dont le basculement du système Terre va impliquer un basculement géopolitique. Et peut-être pour commencer par exprimer ce pourquoi on tenait à mettre ce thème à l'agenda. Donc, je suis directrice de recherche à l'IRIS. Je coordonne un programme, c'est-à-dire un département de recherche qui regroupe des chercheurs à la fois sur les thèmes énergétiques, sur les thèmes climat et environnement. Et ensemble, nous avons travaillé ces derniers mois autour de ce thème de basculement. Ça a notamment été à l'agenda d'une de nos revues internationales et stratégiques, la géopolitique du basculement, où on a commencé à explorer ce thème et on va continuer à le faire au cours des prochains mois. On le fait parce qu'on pense qu'il faut rendre compte d'une double instabilité, l'instabilité du système naturel dans lequel on vit et l'instabilité du système international, et que on assiste à un basculement, une forme de changement d'état continu, avec des soubresauts, des accélérations entre un monde géopolitique tel qu'on le connaissait dans les années 2000 et ce qui se dessine pour les prochaines décennies, un ordre international donc qui bascule, mais aussi un système naturel, un monde, un géos finalement de la géopolitique, le système Terre, qui là aussi passe d'un état que l'on lui connaissait au cours des derniers siècles à un autre état. Et ce basculement, qui est à la fois dû au changement climatique, mais à plein d'autres paramètres, euh, on le connaît, on arrive à en dessiner les grandes tendances. Il est multifactoriel et complexe et il partage donc des caractéristiques avec la complexité du basculement géopolitique. Et pour parler de ce premier thème, nous avons la chance à la fois de pouvoir en parler. Donc de nouveau, je te présente François avec François qui est le co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat, bien sûr, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il est aussi spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement et des migrations, qu'il coordonne deux projets européens d'importance sur ces thématiques-là, qu'il est professeur à HEC et a été auteur principal du sixième rapport du GIEC.
On va aussi pouvoir en discuter avec Olivia Lazare. Olivia, merci d'être là. Chercheuse à Carnegie Europe sur la géopolitique du climat et des transitions et directrice de Peace in Design Consulting. Tu vas nous parler notamment de tes recherches qui portent sur la géopolitique du climat, la transition induite par le changement climatique et les risques de conflits et de fragilité associés. Euh, la première question que je voulais vous poser ce matin, c'est d'apporter vos regards sur cette thématique de la première table ronde: compétition, contestation, confrontation pour les ressources, anticiper le basculement sécuritaire. Merci beaucoup, chère Julia. Et c'est vrai effectivement que dès le moment, dès l'année où l'Observatoire Défense et Climat a été installé en 2016, cette question de la compétition pour les ressources a été assez centrale dans nos travaux parce que, naturellement, dès lors qu'on s'intéresse au lien entre défense et climat, la première image qui est souvent mobilisée, c'est celle de tensions liées aux compétitions pour les ressources. On parle de guerre de l'eau, on parle beaucoup maintenant de la raréfaction des terres rares et des métaux critiques. Euh, Ce qui me frappe, c'est de voir combien nous avons souvent tendance à mettre une sorte de grande distance entre nous-mêmes et ces questions. Et j'ai été très frappé, il y a maintenant plusieurs mois, des affrontements qui ont lieu autour des bassines de Sainte-Soline. Il ne s'agit pas ici de refaire le débat pour ou contre les bassines, euh, mais simplement ce qui me frappait, c'était de voir cette situation où on avait au fond des agriculteurs qui s'opposaient à d'autres agriculteurs. Vous vous souviendrez sans doute de ces scènes assez terribles où il y avait des agriculteurs massés sur un pont d'autoroute qui crachaient sur d'autres agriculteurs qui défilaient en bas sur l'autoroute. Et on était ici typiquement autour d'affrontements qui, il faut le dire, sont directement liés à la question du changement climatique. Pourquoi est-ce que on fait ces grandes bassines? C'est évidemment parce qu'on prend exemple sur l'Espagne et sur le fait qu'on a estimé que c'était un moyen de préserver une ressource en eau qui allait s'amenuiser au cours des prochaines années. Et donc, nous voyons très bien à quel point cette idée de conflictualité pour les ressources qu'on imaginait jadis réservées aux pays du Sud et aux pays lointains arrive jusque dans nos propres sociétés. Et ces tensions, ces affrontements autour des bassines sont assez emblématiques et révélateurs d'autres types de tensions que nous avons pu observer ailleurs, notamment dans le Sahel, dans le cadre des travaux de l'Observatoire. On a ici typiquement un groupe qui va reprocher à un autre groupe de s'accaparer pour lui-même une ressource qu'on pensait jadis surabondante et dont la raréfaction, évidemment, amène des logiques d'accaparement et de préservation. Et l'on se rend bien compte, évidemment, que sans décision très forte sur l'allocation des ressources, ces affrontements risquent d'une part de s'enquister, et cette question des bassines était encore parmi les revendications des agriculteurs qui protestaient ces dernières semaines, mais risquent surtout de se transformer en affrontements encore plus graves que ceux auxquels on a pu assister à Sainte-Soline. Et il faut bien reconnaître que notre pays n'est pas habitué à des affrontements d'une telle violence, même si, hélas, la crise des Gilets jaunes laissait déjà entreapercevoir cela. En réalité, ce type d'affrontement autour de la ressource, nous la voyons aussi dans d'autres cas. L'été dernier, dans les Vosges, vous vous en souviendrez, ce sont des jacuzzis qui ont été éventrés sur des terrasses de particuliers avec ce slogan l'eau doit être destinée à être bue et ne peut pas être accaparée par des particuliers pour des activités de loisirs. Et donc, on sent de plus en plus, même autour de l'eau, des tensions autour d'activités de loisirs qui seraient jugées comme s'accaparant trop de ressources en eau. C'est le cas des jacuzzis, même si je doute que les particuliers qui aient acheté leur jacuzzi à 350 € chez le roi Merlin soient vraiment des prédateurs de la ressource en eau.
On a vu des actions contre des piscines, on a vu des actions contre des golfs. Et heureusement, on ne peut pas encore parler véritablement de violence, mais on sent bien dans la société la montée en puissance de tensions de plus en plus fortes autour de ces ressources, qu'elles soient en eau, mais aussi en carbone. Lorsque l'on parle effectivement de la compétition pour les ressources, je crois qu'on a souvent tendance à oublier le carbone dans ces ressources. Et à l'évidence, au fur et à mesure que notre budget carbone restant s'amenuise euh, face au temps qui passe et à la nécessité de respecter les objectifs fixés dans l'accord de Paris, on voit bien qu'il y a dans la société un ressentiment de plus en plus fort vis-à-vis de ceux qui s'accaparent ces ressources en carbone ou qui donnent l'impression de s'accaparer ces ressources en carbone. Ce sont des mobilisations de plus en plus fortes contre l'usage des jets privés qui, à eux seuls, représentent un usage considérable, évidemment, du carbone pour quelques individus. Ce sont des mobilisations qui vont crever ou dégonfler les pneus des SUV dans les villes, parce que là encore, ces SUV sont accusés à la fois d'émettre trop de gaz à effet de serre, mais aussi, il faut le dire, d'occuper une place trop importante dans l'espace public urbain. Et donc, je crois que nous commettrions une grave erreur en imaginant que ces tensions et ces compétitions liées à l'accaparement des ressources, à la raréfaction des ressources, seraient le propre des pays du Sud ou des pays lointains. Nos sociétés ne sont pas à l'abri de ce type de tensions, ce qui, je crois, rend d'autant plus nécessaire la mise en place de mécanismes de gouvernance et d'allocation de ces ressources très, très importants. Or, il faut bien reconnaître que jusqu'ici, nous ne nous étions pas tellement préoccupés de cette question de l'allocation des ressources, notamment parce que nous considérions ces ressources comme surabondantes. Et en réalité, cette question de l'allocation des ressources, elle est évidemment aussi centrale dans la négociation internationale sur le climat. Jusqu'ici, nous avons émis à peu près 2500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Si nous voulons rester dans les clous des objectifs fixés par l'accord de Paris, il nous reste à peu près 900 milliards de tonnes à émettre pour rester en dessous des 2 degrés et 300 milliards de tonnes à émettre seulement pour rester sous les 1,5 degré. À l'heure actuelle, nous émettons au niveau mondial autour de 50 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, dont environ 36 milliards pour le seul dioxyde de carbone. Ce qui veut dire évidemment que notre budget s'épuise très rapidement et une question centrale, c'est évidemment de savoir comment ce budget doit être alloué entre les différents pays. Une question qui était centrale à la COP28, c'était évidemment de savoir si les pays du Sud pouvaient avoir le droit, eux qui n'avaient pas encore véritablement touché à leur budget carbone, de l'utiliser à leur tour, ou si l'on considère au contraire que tout le monde devait se placer dans une optique de décarbonation de son mix énergétique et finalement de neutralité carbone à l'horizon 2050. Vous le savez, c'est cette seconde option qui était retenue, mais plusieurs pays du Sud, au cours de la négociation, ont, et assez légitimement, il faut le dire, objecté du fait qu'ils avaient le droit, eux aussi, d'utiliser leurs ressources en énergie fossile, qu'ils avaient le droit, eux aussi, d'utiliser une partie de ce budget carbone mondial, puisque jusqu'ici, ils ne l'avaient guère utilisé et que l'essentiel du budget, jusqu'ici, avait été brûlé par les pays industrialisés et quelques pays émergents comme la Chine. Et là encore, nous sommes évidemment autour d'une question qui est éminemment politique, autour de l'allocation de cette ressource. Là où ces questions de tension et de compétition créent un risque de basculement,
c'est évidemment autour, je crois, de la question de l'habitabilité de la planète. Cette question de l'habitabilité est évidemment une question absolument centrale qui nous est posée par le changement climatique et qui se décline évidemment à plusieurs échelles. Et je voudrais ici distinguer 3 échelles qui ne se répondent pas directement en miroir, mais sont pourtant évidemment liées les unes aux autres. C'est d'abord l'échelle du basculement climatique lui-même, ensuite d'un basculement politique et social, et enfin d'un basculement géopolitique. Je commence par le premier échelon, celui du basculement climatique. Dans les scénarios que le ministère des Armées nous demandait d'élaborer lorsque nous réalisions des études et des estimations des risques liés au changement climatique sur la sécurité, une des demandes que nous avions toujours était de produire à la fois un scénario linéaire de continuité, mais aussi un scénario de rupture. Et donc, pour la quasi-totalité des régions du monde, nous avons produit, imaginé des scénarios de rupture qui correspondaient, je dirais, davantage à des ruptures sociales et politiques qu'à des ruptures climatiques. Pour autant, je pense qu'il est essentiel de reprendre la question du seuil de rupture climatique comme point de basculement climatique important. Une des raisons qui ont conduit à l'adoption dès Copenhague du seuil de 2 degrés comme plafond de hausse maximale de la température moyenne mondiale à l'horizon 2100, c'était la confiance que nous avions en tant que chercheurs quant au fait que, en deçà de ces 2 degrés, des seuils de rupture climatique ne seraient pas atteints. De quoi s'agit-il? C'est un concept qui est peut-être familier pour certains d'entre vous, le concept de climate tipping points en anglais, donc seuil de rupture, point de bascule climatique. C'est le moment où le système climatique basculerait brutalement, dramatiquement et irréversiblement d'un état vers un autre. En d'autres termes, pour dire les choses plus trivialement, c'est le moment où le système climatique basculerait dans un état où il deviendrait littéralement hors de contrôle. Si l'on a choisi 2 degrés, c'est parce que nous savons que jusqu'à ce que la température 2 degrés, nous pouvons encore à peu près contrôler les choses, prévoir les impacts et donc prévoir aussi des scénarios et des politiques d'adaptation à ces impacts. Mais nous savons aussi que si nous passons au-delà des 2 degrés, il y a un risque réel que nous basculions littéralement dans une autre dimension. Le problème, naturellement, c'est que nous ne savons pas exactement, au-dessus de 2 degrés, à partir de quel niveau de température cette bascule se produirait. Si vous voulez, c'est comme si nous étions en train de gravir le flanc d'une montagne en poussant devant nous un énorme rocher qui nous obstruerait la vue. Nous savons conceptuellement que lorsque nous atteindrons le sommet de cette colline ou de cette montagne, eh bien le rocher dévalera l'autre pente sans que nous ne puissions faire quoi que ce soit pour le retenir. Mais nous sommes incapables, évidemment, de savoir quand nous atteindrons exactement le sommet de cette montagne. C'est exactement pareil avec les seuils de rupture climatique. Et je veux en citer quelques-uns pour qu'on prenne bien la mesure du risque qui se trouve devant nous. C'est par exemple la fonte totale du pergélisol sibérien ou canadien, qui représente aujourd'hui à peu près 1/5 des terres émergées, et qui, comme vous le savez sans doute, contient non seulement une grande quantité de virus et de bactéries, potentiellement un Covid-20 ou un Covid-21, mais contient aussi d'énormes quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, avec un potentiel de réchauffement 28 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone à brève échéance. Ce qui veut dire que si tout ce méthane était relâché dans l'atmosphère, nous aurions un changement climatique qui s'entretiendrait lui-même
littéralement, et que nous ne parviendrions plus du tout à contrôler. De la même manière, l'hypothèse d'une fonte totale de la calotte polaire arctique ou antarctique ne peut pas non plus être exclue au-delà du dépassement de ce seuil. On sait que la fonte totale de la calotte polaire arctique, c'est-à-dire de la totalité des glaces du Groenland, provoquerait une hausse de la mer d'environ 6 mètres en moyenne mondiale. Euh, Celle de la calotte polaire antarctique provoquerait une hausse du niveau de la mer autour de 65 mètres. Un autre seuil de rupture serait évidemment le remplacement de la forêt tropicale amazonienne par une végétation de type savane, qui effectivement produirait une photosynthèse bien moindre que celle qui est réalisée actuellement. Mais je dirais peut-être que le seuil de rupture climatique qui inquiète le plus aujourd'hui les climatologues et les océanographes serait potentiellement un risque de dérèglement de la circulation thermohaline de l'océan Atlantique Nord, qui, comme vous le savez, contient le Gulf Stream, qui est le courant marin qui permet à l'Europe et aux États-Unis de bénéficier d'un climat tempéré. On estime que sans Gulf Stream, la température moyenne en Europe baisserait d'environ 15 degrés. Sachant que la température moyenne annuelle en France est de 14 degrés, ça veut dire que nous nous retrouverions avec une température moyenne annuelle autour de 0 ou de moins 1 degré. Ça ne veut pas dire que l'Europe serait complètement invivable, mais ça veut dire qu'évidemment, nous devrions nous adapter à des conditions de vie complètement différentes de celles que nous connaissons actuellement. Ceci, c'est donc le premier niveau, le niveau des seuils de rupture climatique. Il y a pourtant un autre niveau qui est encore mal connu du grand public et que nous avons essayé de conceptualiser dans le dernier rapport du GIEC, qui est le seuil de rupture sociale, en anglais social tipping point, qui vise à montrer combien il n'y a pas de linéarité entre les impacts du changement climatique et les transformations politiques et sociales que ces impacts entraînent. En d'autres termes, selon la société où il se produit, selon le niveau de résilience et les capacités d'adaptation de la société où cet impact se produit, eh bien, il sera possible que cet impact entraîne des réactions politiques et sociales très, très différentes. Un exemple qui est souvent donné est celui de la comparaison entre les effets provoqués par les cyclones Cider et Nargis, qui se sont produits il y a maintenant une grosse dizaine d'années, respectivement, euh, en Birmanie, au Myanmar et au Bangladesh. Ces deux cyclones étaient de force comparables, tous les deux de catégorie 5, et se sont produits à quelques mois d'intervalle dans deux pays voisins. Au Bangladesh, qui est un pays qui a depuis longtemps déployé des capacités d'adaptation face à l'activité cyclonique, le cyclone a produit quelques centaines de morts. Évidemment, beaucoup trop, mais le gouvernement a pu faire évacuer les populations, avait préparé les populations, et donc on a pu largement atténuer les impacts humains du cyclone. À l'inverse, en Birmanie, au Myanmar, le cyclone a provoqué des milliers de morts parce que la population n'avait pas été évacuée par le gouvernement, parce que les gens n'étaient pas préparés, parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Et on voit combien un même impact climatique peut provoquer des situations politiques et sociales très, très différentes dans des pays pourtant voisins à la même époque. Et c'est là, pour comprendre ces différences, qu'il est très important de conceptualiser ce seuil de rupture sociale qui vise à déterminer à partir de quel moment une société, sous l'effet du changement climatique, va basculer d'un état de stabilité vers un état d'instabilité. Si une société est très résiliente,
elle va pouvoir absorber des chocs climatiques d'importance sans que cela mette en cause sa stabilité. À l'inverse, si une société n'est pas résiliente, même un impact climatique qui pourrait sembler relativement mineur va provoquer dans cette société des transformations importantes et une très grande instabilité. C'est pour cela que nous commettrions une grave erreur en imaginant qu'il y a une sorte de coïncidence parfaite, de superposition entre les seuils de rupture climatique et les seuils de rupture sociale. Il est parfaitement possible d'avoir des transformations majeures dans une société, des migrations importantes, des soulèvements populaires, une violence généralisée, même avec des impacts climatiques en deçà de 2 degrés. Et c'est évidemment un risque très fort pour ceux que nous considérons comme des États fragiles, qui sont évidemment un risque géopolitique conséquent, c'est que un des effets du changement climatique ne soit de rendre plus fragiles encore des États, des sociétés qui étaient déjà fragiles au départ, avec évidemment le risque que ces États ne parviennent plus à répondre aux demandes basiques de la population, en particulier à nourrir la population, et que cela, en retour, provoque migration de masse, soulèvement et contestation populaire, voire même guerre civile ou tensions violentes entre communautés ou entre la population et les autorités. Et c'est pour ça qu'il est véritablement très important de bien regarder pour chaque situation où va se trouver ce point de rupture sociale que nous ne pouvons pas définir sur papier a priori. Et c'est évidemment une grande difficulté, notamment parce que des recherches que nous menons, notamment dans le cadre du projet Habitable, montrent qu'en réalité, il y a une énorme différence entre la perception que les populations locales vont avoir des impacts du changement climatique et la réalité observée de ces impacts. Or, très souvent, lorsque nous allons faire des scénarios, des projections, nous allons les fonder sur des données climatiques, sur des projections modélisées, mais nous allons très peu prendre en compte le ressenti des populations, la manière dont ces impacts vont être perçus par les populations. Or, c'est bien naturellement sur la base des perceptions que nous allons prendre nos décisions. C'est vrai, dans les sociétés affectées par les impacts du changement climatique, c'est vrai aussi, évidemment, dans nos sociétés. Y compris si nous regardons les choses par rapport à nous-mêmes, nous devons évidemment réaliser que nous prenons énormément de décisions pour notre vie, y compris des décisions importantes, non pas sur la base des statistiques, des données, mais sur la base de notre perception de ces statistiques. Je prends le cas des divorces en France. Vous savez qu'un mariage sur 2 en France se conclut par un divorce. Et si donc les couples devaient prendre la décision de se marier ou de ne pas se marier sur la seule foi des statistiques, vraisemblablement, nous n'aurions plus guère de mariage en France. Mais la raison pour laquelle ils continuent et pour la raison pour laquelle les maires continuent chaque année à célébrer des mariages par dizaines ou par centaines, c'est parce que chaque couple qui se marie, évidemment, est convaincu que la statistique ne s'appliquera pas à lui. Et chaque couple qui se marie est évidemment convaincu qu'il va tomber du bon côté de la statistique et ils ne vont pas réaliser un calcul de probabilité au moment de prendre la décision de se marier. C'est évidemment exactement pareil pour les populations qui sont touchées par les impacts du changement climatique. Ce qui va compter et ce qui va fonder la décision, et notamment en particulier la décision de partir et de rester, puisque c'est un domaine que j'étudie particulièrement, c'est la perception que l'on va avoir à la fois des impacts du changement climatique, mais également des perspectives qu'offre la migration. Et c'est là où, évidemment, la question de la représentation de la migration joue un rôle très important. Que vont pouvoir espérer ceux qui partent et
qu'attendent-ils, qu'espèrent-ils de leur migration par rapport à leur situation actuelle? Il est vraiment fondamental, je crois, si nous voulons comprendre pourquoi des sociétés basculent dans l'instabilité, que nous prenions davantage en compte ce rôle des perceptions des impacts du changement climatique. Et puis enfin, il y a le troisième niveau qui est celui du basculement géopolitique. Comment est-ce que ces basculements climatiques, politiques et sociaux peuvent à leur tour amener des basculements géopolitiques? Et là encore, je crois que nous commettrions une erreur en imaginant qu'il y ait une sorte de coïncidence immédiate, une sorte de corrélation directe. Au contraire, il nous faut comprendre davantage les ressorts qui font qu'un pays va se trouver plus vulnérable, que d'autres, au contraire, vont se trouver plus puissants, vont chercher à accaparer certains types de ressources. Et là, je crois qu'il faut véritablement que nous redéfinissions ensemble une nouvelle géopolitique. Traditionnellement, quand nous avons imaginé la géopolitique comme une sous-discipline des relations internationales, nous l'avons imaginée comme une analyse des rapports de pouvoir autour de ressources naturelles. Sauf que dans cette géopolitique, évidemment, la Terre, la géo, elle est objet de politique et non sujet de politique. Et il me semble que si nous voulons effectivement comprendre ces basculements géopolitiques, il nous faut désormais pouvoir intégrer une sorte de géopolitique nouvelle dans laquelle la Terre serait sujet de politique et non plus seulement objet, ce qui nous permettrait évidemment d'étudier les rapports que les États entretiennent directement avec la Terre. L'exemple le plus marquant de cela, c'est évidemment le risque de submersion qui guette certains petits États insulaires. La question peut sembler anecdotique de notre point de vue, elle n'est évidemment pas anecdotique de leur point de vue, mais surtout au-delà de la question humanitaire qu'elle pose, et évidemment de l'évacuation et de la relocalisation des populations, cette question de la submersion du territoire des petites îles nous pose évidemment la question du lien entre l'État et le territoire. Peut-on considérer qu'un pays dont le territoire devient inhabitable, et on voit comme on nous renvoie à la question de l'habitabilité, peut-on considérer qu'un pays dont le territoire devient inhabitable peut conserver ou non sa qualité d'État? Il est intéressant à cet égard de voir le récent accord conclu entre l'Australie et plusieurs petits États du Pacifique. On a beaucoup parlé de cet accord à cause de la décision ou grâce à la décision de l'Australie d'accorder des visas climatiques à ceux qui, à Tuvalu, décideraient de quitter leur pays en raison des impacts du changement climatique. On a moins parlé de l'engagement de l'Australie à assurer la continuité de l'État de ces petits États insulaires. Et donc l'Australie s'engage à assurer la continuité de l'État, même dans l'hypothèse où le territoire de ces petites îles deviendrait inhabitable. Il n'est pas clair du tout comment l'Australie va assurer la continuité de l'État. Il y a évidemment plusieurs options qui peuvent être envisagées, mais ce qui me paraît intéressant, et je vais conclure ici, c'est de voir combien cette question du changement climatique et du possible basculement climatique interroge évidemment la question géopolitique profonde au sens premier du terme, dans les rapports que les États entretiennent avec la Terre elle-même, et entretiennent évidemment la question du lien que nous faisons entre l'État et le territoire, alors que ce lien entre l'État et le territoire, c'est évidemment la pierre angulaire de l'ordre international tel que nous connaissons aujourd'hui. Et donc on voit bien à quel point le basculement climatique peut, risque, et sans doute devrions-nous en parler au futur simple tout simplement, entraînera une forme de basculement géopolitique. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser ma collègue Olivia poursuivre sur ce sujet. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce nouvel ordre géopolitique, Olivia.
Merci. Ce qui est bien avec François, c'est que même quand on ne se coordonne pas d'avance, on est en général assez complémentaires. Je vais essayer d'aller aussi rapidement que possible sur le cadre conceptuel que j'aimerais vous offrir. En tant que chercheuse, et je pense qu'on se retrouve là-dessus, on essaie de comprendre, de conceptualiser et d'identifier ce qui est en train de se passer. En ce qui me concerne, je suis en train de travailler justement sur des travaux qui ont pour thème l'anthropolitique, à savoir le retour de la réelle politique justement dans l'Anthropocène. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler ce matin, entre autres en rebondissant sur ce que François vient de dire, qui est qu'on doit passer justement en fait d'une géopolitique où le géo est objet à sujet. Mais j'aimerais par contre nuancer un petit peu ce que tu viens de dire en travaillant justement sur la dialectique entre le système Terre et les systèmes de changement géopolitique qui sont actuels et qui sont en train justement de créer en fait non seulement des impacts anthropiques et d'être en même temps réceptacle de ces impacts anthropiques, ce qui est en train de changer quelque chose au niveau des rapports de force. La première chose à comprendre pour essayer justement de conceptualiser, de nous contextualiser, nous, aujourd'hui, là où nous sommes, dans la trajectoire de la présence humaine sur la Terre et dans la trajectoire de nos systèmes géopolitiques tels que nous les avons créés depuis des centaines d'années et a fortiori depuis environ 80 ans, c'est qu'en l'occurrence, on a eu une histoire de l'Anthropocène. Nous ne faisons pas notre entrée dans l'Anthropocène maintenant. L'Anthropocène a déjà démarré il y a déjà un certain temps. Les scientifiques, en l'occurrence, sont en débat sur le point de départ de l'Anthropocène. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ma compétence. Par contre, je retire de leur débat quelque chose d'important qui est qu'il y a eu des étapes, il y a eu des bonds, en l'occurrence, dans l'histoire de l'Anthropocène. Il y a eu 4 bonds qui ont déjà précédé notre présence à nous. La première, c'est l'établissement des sociétés agricoles qui ont mené à une hiérarchisation des sociétés humaines et des rapports de force en interne justement dans les sociétés humaines, ainsi que dans les rapports de force externes. Il y a eu ensuite un second bond qui est identifié selon les scientifiques avec ce qu'on a appelé le Orbis Spike, où on a observé justement de façon biologique l'impact en l'occurrence de certains changements que les sociétés humaines ont amenés dans la biosphère, qui a été identifié à l'année 1610, qui est venu après l'ère des colonisations ou dans l'accélération de l'ère des colonisations, où il y a eu entre autres justement des impacts sur les populations humaines, sur l'expansion des activités anthropiques justement à travers différents continents, qui a ensuite été accélérée bien évidemment par l'ère industrielle et avec la capacité en l'occurrence d'accélérer les effets anthropiques, les activités anthropiques, avec la concentration de certaines énergies fossiles qui se sont succédées excessivement rapidement. On est passé du charbon, ensuite on est passé au pétrole, ensuite on est passé au gaz, il y a eu ensuite l'ère nucléaire. Le dernier rapport justement du Working Group de l'Anthropocène a statué que l'entrée officielle de l'humanité dans l'Anthropocène, c'était le moment en fait où la guerre nucléaire, où les armes nucléaires, où l'intensité de l'activité nucléaire s'est accélérée. Aujourd'hui, nous sommes dans un 5e bond. Chacun des bonds, en l'occurrence, qui a eu lieu auparavant, a été accompagné non seulement d'une expansion d'activité anthropique qui a été justement en lien avec l'énergie, avec des rapports de violence et des rapports de force, mais aussi avec un rapport d'expansion spatiale. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment bascule, effectivement. Et nous ne savons pas ce vers quoi ce moment bascule va nous amener. Ce que nous savons, c'est qu'en 2023, si l'on regarde simplement les signaux d'un point de vue climatique, nous avons déjà dépassé, lors de quelques journées, le seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous savons également que les scientifiques nous prévoient justement une accélération de l'effet El Niño en 2024, avec un pic en particulier cet été, qui risque d'accélérer les dépassements au-dessus de 1,5. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel moment exactement nous allons rentrer justement dans une stabilisation en fait de ce dépassement par rapport à 1,5. Ce que nous savons par contre, grâce aux travaux justement de ceux qui travaillent sur les points de bascule, les tipping points, c'est que la sensibilité écologique des écosystèmes à travers le monde
est excessivement proche de ce seuil de bascule par rapport à 1,5. Donc, François nous a parlé justement du point de bascule par rapport à 2 degrés. Ce que la science nous dit depuis les derniers temps, c'est que 1,5, en fait, est un seuil biophysique. Ce n'est pas une limite politique. À partir de ce moment-là, on va avoir un effet domino entre différents espaces écosystémiques terrestres, que ce soit au niveau des cryosphères, que ce soit au niveau justement des bassins tropiques, etc. etc. L'autre chose que nous savons aujourd'hui, c'est que la crise climatique n'est pas le seul problème écologique que nous avons. C'est une crise écologique interdépendante d'autres problèmes écologiques, comme la crise de la biodiversité ou l'effondrement de la biodiversité, les crises des pollutions multidimensionnelles, pétrochimiques, qui atteignent à la fois la géophysique et la biophysique, mais aussi la biologie, qu'elle soit humaine ou animale. Nous savons aussi que nous avons une crise de ce qu'on appelle les green waters, les eaux vertes et les eaux bleues, qui régulent en l'occurrence le cycle hydrologique au niveau mondial et dans les différentes régions du monde. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à un moment de l'histoire planétaire et de l'histoire humaine où nous avons en l'occurrence ce qu'on appelle, et je n'ai pas trouvé la traduction française, reduced carrying capacity. Nous avons différents aspects qui vont justement être en lien avec les impacts du changement climatique et de ces autres crises écologiques. La première étape, celle qui a largement pris l'attention justement de tous ceux qui travaillent sur les enjeux sécuritaires en lien avec le changement climatique, c'est l'impact de ce qu'on appelle les chocs et les désastres, qui remettent en l'occurrence en cause des équilibres sociétaux, comme François disait, qui peuvent remettre en cause, en l'occurrence, des capacités productives et économiques, puisqu'on se rend compte de plus en plus que les impacts des désastres climatiques ont un impact sur l'économie globale. C'est quelque chose, en l'occurrence, maintenant que les sociétés d'assurance prennent en charnière pour essayer justement de faire front à ça, ou en l'occurrence d'abandonner complètement justement la question des risques. Et ça, en l'occurrence, ça mène surtout, dans notre imaginaire, dans nos types de réponses, à des réponses de substitution d'activités, type changeons les énergies fossiles avec les énergies renouvelables, ou nucléaires, ou biofuels, etc., etc., et éventuellement à des économies de circularité et donc de réponses de gestion par rapport à des chocs et des désastres. Dans l'imaginaire, d'un point de vue sécuritaire, cela ne remet pas encore en cause fondamentalement les équilibres de pouvoir, que ce soit au niveau sociétal ou que ce soit au niveau géopolitique. La deuxième étape du changement climatique, c'est la raréfaction des ressources. Et ça, c'est en lien particulièrement avec le dépassement de la limite planétaire au niveau des eaux vertes et des eaux bleues. La première ressource qui est à la base, en l'occurrence, de toute activité productive économique humaine, donc de toute activité anthropique, c'est l'eau. Sans eau, on n'a pas vraiment d'agriculture, mais on n'a aussi pas vraiment d'industrie. Il y a 2 ans, Taïwan, qui est bien évidemment au centre, au cœur de la géopolitique par rapport aux semi-conducteurs, a fait face à une sécheresse telle pendant l'été qu'ils se sont donné un niveau d'alerte orange par rapport à la production de leurs semi-conducteurs. Ils avaient 2 semaines pour voir venir justement comment améliorer ou stabiliser leur production de semi-conducteurs et des différentes parties technologiques avant qu'ils ne doivent cesser la production. Fort heureusement, il a plu. Et en réponse, ils ont bien évidemment beaucoup investi dans les technologies de dessalination qui permettent du coup de stabiliser justement leur production. Mais ça montre à quel point justement nous n'avons pas l'habitude de faire le lien entre eau et activité économique qui va au-delà de l'agriculture. Or, c'est fondamental. C'est aussi fondamental en l'occurrence pour la production d'énergie, que ce soit au niveau nucléaire, que ce soit au niveau des minerais qui ont besoin de tonnes d'eau, à la fois pour être extraits, pour être processés, pour être transformés, pour être assemblés, mais aussi en l'occurrence pour les énergies fossiles elles-mêmes. La troisième partie, ce qui va justement être un changement fondamental des rapports de force, c'est que les écosystèmes sont en mouvement. Donc, les ressources naturelles sont en mouvement.
C'est là où justement ce que François disait est important parce que ça remet en lien justement le rapport territoire avec gouvernance, identité, appartenance et donc capacité politique. Et ça nous amène aux niches climatiques. Je vais y revenir dans quelques minutes parce que je préfère laisser en l'occurrence l'analyse mûrir un petit peu. Ce que nous savons des moments, des bons en l'occurrence de l'Anthropocène, de l'histoire de l'Anthropocène, c'est que bien évidemment, ces bons-là ne se sont pas faits tout seuls. Ils se sont faits par rapport à des évolutions sociétales qui ont mené à des évolutions internes dans chacune des sociétés, mais aussi par rapport à des rapports de force entre différentes sociétés du monde. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons un point de bascule qui s'annonce par rapport à 1.5 et exactement au même moment, nous sommes dans un moment excessivement aigu de risque par rapport à ce qu'on appelle la rivalité des systèmes, où nous avons justement des compétitions entre différents acteurs, et ces compétitions-là sont en lien avec ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Cette 4e révolution industrielle, elle a 2 jambes. Elle a la transformation des systèmes énergétiques comme première jambe, passer du sale, fossile, au clean, le vert, les minerais, les clean tech principalement, et éventuellement des sous-catégories d'énergie avec le nucléaire, les biofuels, etc., etc. Et elle a une 2e jambe, c'est la transformation des activités économiques du réel au digital, dématérialisé, qui s'accompagne en l'occurrence d'une transformation profonde du rapport au technologique et de l'impact du technologique sur la biosphère. Qu'est-ce qu'on observe depuis environ 10, 15, 20 ans? D'un point de vue géopolitique, on a en l'occurrence un acteur en particulier qui a vu venir en l'occurrence les choses il y a déjà un sacré moment, amélioré par des circonstances du fait de la mondialisation, des rapports de force industrielle, etc., etc. La Chine, un pays colossal en termes de ressources et de capacités et de population et de territoire, a su en l'occurrence centraliser justement et asseoir un quasi-monopole sur les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur de l'économie à la fois verte et digitale. On parle des terres rares, effectivement, on parle des minerais, que ce soit le cobalt, le lithium. Il y a eu en l'occurrence une capacité de la Chine à faire bénéfice de ses propres réserves de terres rares, mais aussi à partir justement d'un effet de transfert technologique et industriel et de manufacture. Il y a eu un apprentissage en l'occurrence sur la façon dont transformer certains minerais qui ne se cantonnaient pas aux terres rares, mais qui maintenant en l'occurrence s'étendent à beaucoup de ces fameuses chaînes d'approvisionnement qui sont absolument fondamentales à l'économie des green tech, à l'économie digitale et à l'économie militaire. Ce qui, bien évidemment, provoque un point de bascule en soi. À partir du moment où il y a un acteur qui se définissait principalement comme un pays émergent, qui avait comme projet justement un projet géoéconomique en premier lieu et qui maintenant prend ce projet géoéconomique pour asseoir des gains politiques, cela provoque un effet de compétition et un effet justement de géostratégie. Or, ce qu'on observe depuis les 2 dernières années, c'est que les États-Unis, l'Union européenne avec tous ses États membres, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Inde, la Chine, tous les grands, que ce soit super pouvoirs ou pays émergents et moyens pouvoirs, se mobilisent actuellement sur comment exploiter leurs propres réserves géologiques, comment mettre en place des stratégies justement de déploiement technologique, de stratégie industrielle, voire par exemple dans le cas justement des États-Unis et de l'Europe, de protectionnisme, ce qui mène en soi justement à des changements en fait dans les rapports d'interdépendance économique au niveau mondial. Mais on a aussi justement un jeu d'influence. Parce que ce qui va compter, c'est justement l'endroit où différentes réserves mondiales sont localisées. Or, hier, on a eu justement un jeu de guerre qui a été fait avec différents participants. Ce qu'on a observé, c'est que les jeux d'influence, ce qu'on appelle le soft power, est aussi important que le hard power. En réalité, il amène justement la capacité à asseoir ce qu'on appelle le hard power. Parce qu'il crée justement des zones d'influence
ou des zones de compétition ou des zones de capacité de captation de ressources qui vont ensuite être importantes dans les points de bascule géopolitiques. Et ce qu'on observe particulièrement, c'est l'impact sur la nature. Ceux qui suivent justement les sujets des minerais depuis un certain temps vont observer que la Norvège particulièrement s'est positionnée sur l'extraction en mer profonde. Ce n'est pas la Chine qui l'a fait, ce n'est pas la Russie qui l'a fait, c'est la Norvège. Un pays qui se positionne comme étant une plaque tournante de la géopolitique européenne et de la géopolitique de l'Arctique particulièrement, qui est un nouveau champ justement d'extraction et d'exploitation et d'expansion spatiale. Nous observons aussi que la course aux minerais et la course aux ressources se fait dans les bassins tropicaux, qui sont excessivement fragiles d'un point de vue de la sensibilité écologique, qui sont excessivement importants pour la stabilité de notre biosphère et donc importants pour le futur de l'habitabilité. Et nous observons bien évidemment, en l'occurrence, que nous avons des compositions qui se font dans tous les endroits qui n'ont pas encore été exploités. Donc on pousse la nature dans ses retranchements, sans avoir une compréhension, en l'occurrence, que ce sont nos mécanismes de réponse qui provoquent ça. Et bien évidemment, le troisième pan de changement, c'est le rôle de la technologie qui est subversif actuellement. C'est un changement de paradigme total, puisque nous plaçons non seulement le futur de l'humanité sur la capacité technique et technologique à répondre aux différents changements climatiques et écologiques, mais aussi aux changements sociétaux, mais qu'en plus, il y a justement une compétition qui s'organise entre les géants de la tech qui sont eux-mêmes rattachés justement à des projets géopolitiques. Et on retombe par là dans le mythe du progrès, le mythe de la productivité, le mythe de l'efficience et de l'utilisation justement des ressources qui va permettre en l'occurrence ce bond d'humanité dans une nouvelle période d'instabilité au niveau biosphérique. Cela provoque quoi? Et je vais essayer justement de finir là-dessus. Ça provoque un effet boomerang. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque bond qu'on a pu voir dans l'Anthropocène, il y a des accélérations. Et les effets boomerang, en l'occurrence de retour de bâton quelque part écologique envers les sociétés humaines, s'accélèrent de plus en plus. Donc en fait, on a un rapport temps-espace qui est en train de se rétrécir. L'effet boomerang, à mesure que nous avançons justement dans cette extraction qui n'est pas raisonnée par rapport à l'équilibre entre tech et nature justement au niveau biosphérique, ça veut dire qu'on est en train d'accélérer non seulement les disruptions climatiques, mais aussi la raréfaction des ressources, et que nous sommes en train d'accélérer justement l'habitabilité de certaines régions, et donc la géopolitique des niches climatiques. Certaines régions vont devenir beaucoup plus habitables, beaucoup plus productives, beaucoup plus exploitables que d'autres. Et là-dessus, j'aimerais jeter un regard assez particulier sur la Russie. La Russie, nous le savons tous, est l'un des pays justement qui s'est positionné comme étant l'un des récepteurs possibles d'effets bénéfiques du changement climatique. Pourquoi? Parce que les niches de température sont en train de bouger, mais aussi parce que 25% des ressources d'eau mondiales sont détenues par la Russie. Que ce chiffre-là va augmenter dans les années à venir, et que non seulement il va augmenter en quantité, mais il va aussi être redistribué à travers la totalité du territoire russe. Ce qui va lui permettre, en l'occurrence, pendant une certaine fenêtre justement de temps, de devenir l'un des producteurs mondiaux, non seulement agricoles, mais aussi industriels. Or, si l'on regarde le comportement de la Russie depuis les 3 dernières années avec la guerre en Ukraine, particulièrement si on regarde son comportement par rapport à la géopolitique des grains et des sols et de l'agriculture, on peut tout à fait projeter, en l'occurrence, un futur où la Russie sera capable de transformer en dépendance et donc en rapport de force certains droits humains, certains atouts basiques des sociétés, que ce soit l'agriculture, l'eau ou des productions industrielles et des productions énergétiques. Nous avons toujours conceptualisé la Russie comme étant justement l'un des paresseux des questions climatiques, qui n'en avait en réalité rien à faire. Si l'on regarde dans les documents stratégiques russes depuis 2008,
et qu'on les met bout à bout, que ce soit la doctrine climatique, que ce soit la doctrine par rapport aux terres rares et aux minerais, que ce soit la doctrine arctique, la doctrine de l'utilisation justement de services écologiques et de sécurité écologique, c'est un terme employé par les Russes que nous n'avons pas par exemple en Europe, on se rend compte en fait que la Russie a très très bien compris et avait particulièrement bien anticipé les points de bascule qui sont actuellement en cours. Pour revenir sur le titre de notre table ronde, nous ne sommes pas à un moment d'anticipation. Nous sommes en retard. Des pays comme la Chine et la Russie, qui ont un regard effectivement beaucoup plus à long terme sur le futur, ont intégré comme partie intégrante la manière dont la biosphère allait changer, dont le climat allait changer, dont la compétition aux ressources, qu'elle soit au niveau justement des moyens de la 4e révolution industrielle ou des moyens de fondation d'ordre politique, l'eau, les sols, les espaces qui créent en réalité une géostratégie, ils sont en avance. Ils ont déjà assis, en l'occurrence, une stratégie qui est non seulement domestique, mais qui, en l'occurrence, projette du pouvoir dans d'autres régions du monde. C'est là où on trouve, par exemple, justement, les points de connexion entre ce que le Kremlin peut faire en Ukraine, ce que l'entreprise Wagner, maintenant devenue Africa Corps, est en train de faire en Afrique, sur les approches justement de la Russie par rapport aux républiques de Centrasie ou aux pays d'Amérique latine et dans le rapport avec la Chine. Lorsqu'on regarde, en l'occurrence, avec un minimum de distance ce qui est en train de se passer, on voit une géopolitique qui est déjà en mouvement et qui est déjà bien avancée, pour lesquelles nous n'avons tout simplement pas eu d'attention, d'outils analytiques et de rapports au futur qui soient préemptifs et qui permettent justement d'équilibrer les rapports de force et les rapports de pouvoir. Je vais m'arrêter là pour le moment. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup à tous les deux pour ces propos qui sont vraiment qui apportent quelque chose à la réflexion sur ce basculement éventuel. Alors, on va ouvrir les questions à la salle et également en ligne. J'ai déjà des questions en ligne, donc soit vous avez très rapidement des mains levées, ok, bon, il y a des mains levées. On va d'abord donc prioriser ceux qui sont avec nous dans la salle. Monsieur, le micro va passer jusqu'à vous. On va prendre quelques questions les unes après les autres, si ça vous va, et puis on les traitera tout ensemble. Oui, je vais aller très vite. Je sais que les questions en plénière sont souvent assez longues avec des intervenants qui peuvent faire des propos assez rapides. Moi, j'aimerais peut-être qu'on utilise cette phase de questions après une très très belle introduction sur tous les enjeux de l'Anthropocène, sur la deuxième partie du titre de la conférence, anticiper le basculement sécuritaire qu'on n'a pas abordé. Qu'est-ce que c'est que ce basculement sécuritaire? Est-ce que c'est au sein de nos démocraties, au sein de nos sociétés, avec un gouvernement ou des formes de pouvoir qui maintiennent le statu quo, qui vont se radicaliser et donc limiter les libertés publiques? Ou au contraire, est-ce que ça va être une exacerbation en fait, au niveau international entre des pays qui vont accaparer les ressources et des pays qui vont souhaiter les partager? Pour donner un exemple rapide, on a souvent, je pense, une mauvaise analyse sur des leaders comme Trump, Bolsonaro, Milei, qui se déclarent climato-sceptiques, alors qu'à mon avis, ils ne le sont pas. Ils sont simplement dans une course à accumuler les ressources plus rapidement que les autres pays. Et la rhétorique du climato-scepticisme est simplement là pour faire sauter toutes les digues au sein des pays dans l'opposition à ces utilisations de ressources. Voilà, j'aurais simplement aimé qu'on essaye de parcourir cette question du basculement sécuritaire dans la phase de questions. Voilà. Merci beaucoup. Vous aviez une question également? Alors, attendez, on va venir vous passer un micro. Bonjour. Tout d'abord, un immense merci pour organiser, pour intervenir, etc., sur ces questions qui sont fondamentales et faire les liens entre des domaines souvent sont étudiés probablement de façon séparée. Et sur ce point, vous dites que l'Occident a raté le coche, en fait, et n'avait pas les outils d'analyse, etc., malgré toutes les ressources intellectuelles, etc., qu'on a, comment ça se fait que la pensée occidentale peut-être ne réfléchit pas de la bonne manière, peut-être que le monde du business ne réfléchit pas de la bonne manière, qu'on a des systèmes de pensée
linéaire, etc. Et dans quelle approche, dans quelle mesure on pourrait enfin enseigner tout ce qui est system thinking et l'approche à long terme, parce que le business, comme on le sait, est victime essentiellement de short-termism. Pas de problème, merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour ce premier set. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, mademoiselle. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur les pays qui sont voués à disparaître. Comment ça va se passer pour leur zone économique exclusive et est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Australie et d'autres pays justement de travailler sur cette question de reconnaissance d'État même après leur disparition? Merci beaucoup pour ces trois questions. Et bon, on va commencer. Donc, est-ce que alors vous le faites dans l'ordre que vous voulez, mais je les ai bien notés. Le basculement sécuritaire, la pensée occidentale et peut-être les manquements de la pensée occidentale sur le croisement de ces enjeux et la question de la disparition de certains États. Qui veut commencer? François, je vois que tu es près du micro. D'abord, sur la question, je peux commencer par la dernière question. Euh, Attention à ne pas considérer que c'est joué d'avance. C'est-à-dire que les petits États insulaires, aujourd'hui, ne sont pas encore condamnés et d'ailleurs vivraient très mal lorsqu'on imagine qu'ils sont nécessairement voués à disparaître. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine forme d'anticipation et de préparation des conditions éventuelles de relocalisation de la population ou de continuité de l'État que c'est déjà joué. Et il y a toute une série de politiques d'adaptation, je pense notamment de rehaussement des îles, d'îles artificielles, etc., qui potentiellement pourraient faire envisager le fait que ces États ne soient pas voués à disparaître, en tout cas que leur territoire ne soit pas voué à disparaître. Euh, sur la question des zones économiques exclusives, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que ces zones peuvent être déterminées de deux manières, soit en fonction d'une distance par rapport à la côte, soit à partir des coordonnées topographiques. La plupart des États insulaires avaient déterminé leur zone à partir de la distance depuis la côte et ont changé ces dernières années pour opter pour l'autre méthode, de manière à ce que le rétrécissement, voire la disparition du territoire, n'affecte pas la superficie de la zone économique exclusive. C'est là où, évidemment, à mon avis, il s'agit d'intégrer ce que l'Australie veut dire par travailler à assurer la continuité de l'État, puisque la zone économique exclusive dépend évidemment aussi du maintien de l'État et que vraisemblablement, on imagine qu'une solution serait trouvée, même en cas de disparition du territoire, pour que la zone économique exclusive puisse se maintenir et pour que l'État puisse conserver toute une série de privilèges, de prérogatives liées aux États, en particulier la garantie du maintien de la citoyenneté de la population. Mais quant aux moyens pour y arriver, ça reste à l'heure actuelle un peu un point d'interrogation. Euh, Sur votre question, je suis absolument d'accord pour dire que l'idée que les États-Unis sous Trump ou le Brésil sous Bolsonaro deviennent soudain climato-sceptiques est une illusion et que le déni climatique proféré par ces leaders n'est qu'un déni de façade et une sorte de rhétorique destinée à amuser les foules et à faire de l'audience sur les chaînes d'info et en quelque sorte cultiver une sorte de posture un peu de franc-tireur contre l'ordre établi, mais que la réalité, quand on l'observe, c'est que très clairement, leurs administrations et les moyens de l'État sont effectivement dans cette logique d'accumulation de ressources et ont tout à fait intégré le fait qu'effectivement le changement climatique était une réalité. Donc il faut faire très attention effectivement à différencier la posture de la réalité, de la politique qui est mise en œuvre. Euh, Comment néanmoins anticiper ce basculement sécuritaire? Je dirais que ça fait partie aussi un peu des missions que nous avons au sein de l'Observatoire Climat et Défense, dans la manière dont nous travaillons avec l'armée pour essayer de voir comment toute une série de missions, d'opérations de l'armée peuvent être repensées pour précisément anticiper ce risque de basculement. Et malgré tout, si on veut voir une optique quand même assez positive, c'est que toute une série de travaux montrent aussi que face à la raréfaction des ressources,
des logiques de coopération renforcées réduisent considérablement le risque de basculement sécuritaire. Notamment, il y a beaucoup de travaux, par exemple, qui sont menés autour des bassins fluviaux et qui montrent combien les mécanismes de coopération entre États qui se partagent un même bassin fluvial permettent de réduire considérablement le risque de basculement sécuritaire autour de cet enjeu. Mais c'est très clairement un très vaste chantier que vous ouvrez. Ça fait partie des travaux que nous menons et des missions que nous menons avec l'armée française. C'est aussi, je crois, une thématique à laquelle sont de plus en plus sensibilisées de nombreuses armées, de nombreuses institutions, comme l'OTAN, par exemple, qui travaillent de plus en plus à essayer de mettre en place des programmes de coopération militaire, précisément pour éviter un basculement sécuritaire face à ces enjeux. Et je crois important de dire aussi que la question climatique peut être aussi un vecteur important de coopération, y compris sur le plan militaire, entre plusieurs pays. Sur la question du basculement sécuritaire, pareil, je fais écho à ce que disait François, je suis complètement d'accord sur le rôle des États-Unis, du Brésil et de ceux qui se profilent comme étant supposément climato-sceptiques. En fait, ils sont très géostratégiques. C'est juste un positionnement des discours. C'est Trump qui, par exemple, avait proposé d'acheter le Groenland, là où il y a beaucoup de terres rares et de minerais, entre autres. Et qui en plus se cache derrière une attitude en fait qu'on considère comme étant un petit peu loufoque, assez folle et pas du tout rationnelle en fait. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très rationnel, mais de très dangereux derrière, très transactionnel et qui est en lien justement avec le basculement sécuritaire. Parce qu'en réalité, ce qui transparaît, c'est que le basculement sécuritaire, comme je disais, il est déjà en cours. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait de quelle partie totale il est fait. Parce que c'est des effets dominos, c'est des effets de rupture. Et il y a certaines ruptures qui sont, comme le disait François, en l'occurrence, il peut y avoir des chocs climatiques dans certains endroits du monde qui sont soit très grands ou petits et qui mènent justement à des ruptures, en l'occurrence de sociétés, qui mettent encore plus de pression et de tension dans le rapport entre l'État et cette notion de société, ce à quoi vient se rajouter en l'occurrence des ruptures qui sont quasi fabriquées et manufacturées avec justement des politiques hybrides ou des attaques hybrides au niveau justement des politiques de désinformation, de mésinformation, d'intox, qui essayent justement de créer de la polarisation pour récupérer justement des discours au niveau des identités, au niveau de ce qu'on appelle les griefs, reliés en lien avec une conceptualisation de la gouvernance, de ce que devrait faire l'État, de ce que devrait être la sécurité. Et puis, on a effectivement en fait des bascules d'ordre beaucoup plus géopolitique, mais c'est une géopolitique aussi où pour le moment, en fait, personnellement, je ne sais pas à quoi elle mène. Donc, on sait par exemple, je disais, je trouve le rôle de la Chine vraiment fascinant en fait. On lui attribue beaucoup de choses négatives à la Chine, mais en l'occurrence, la Chine s'est positionnée comme étant justement un public good provider, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que la Chine est en production première, sa croissance en l'occurrence s'appuie sur les chaînes de valeur et la technologie verte, qu'elle ne garde pas seulement à la maison, mais qu'elle exporte. Mais bien évidemment, c'est une colonne vertébrale de changement, ce qui est en train de se passer, puisque c'est associé justement à un changement d'énergie. Et encore une fois, c'est relié du fait en fait de ce projet de twinning entre la révolution digitale et la révolution énergique à un nouveau projet de société en fait. Et c'est ce nouveau projet de société qu'on a beaucoup de mal à déchiffrer en termes de ce vers quoi il aboutit, de quoi il est fait, quels sont les risques, quels sont les dangers, quelles sont les opportunités, et comment est-ce qu'il va être, en l'occurrence, déployé à travers le monde, parce que des changements de société ne sont jamais contenus. Ils ont toujours justement un effet de propagation à un moment. C'est le propre, en l'occurrence, de la technologie. Nous avons ouvert, en l'occurrence, une boîte de Pandore. Il n'est plus question de remettre les avancées technologiques dans la boîte. Ce n'est plus possible, puisque ça fait partie inhérente, en l'occurrence, des jeux de compétition entre différentes puissances, que ce soit des superpuissances, des moyennes puissances ou des puissances émergentes. Donc tout ça va avoir justement beaucoup d'impact sur la manière dont le changement climatique ou les crises écologiques multiples vont affecter les sociétés, certaines pendant un certain temps de manière
positif d'un point de vue relatif. On ne parle pas de positif au très long terme, parce que là, en l'occurrence, on se retrouve justement dans un questionnement si oui ou non on aura une habitabilité future de la planète pour les civilisations complexes. Ça dépend effectivement de la trajectoire qu'on prend par rapport à la transition énergétique et par rapport aux transitions sociétales. Mais il y a en l'occurrence ce lien profondément interdépendant et de renforcement mutuel entre ce que la géopolitique poursuit, ce que les transformations sociétales poursuivent, et la façon dont la biosphère est en train de changer. Du fait de notre impact, mais aussi justement de ces processus d'adaptation biosphérique. Quant à la pensée occidentale, alors il y a certains philosophes qui retracent en l'occurrence une histoire de la pensée occidentale à Descartes, et au fait justement qu'il y a une manière de regarder des phénomènes externes avec raison, avec technicité, avec minucité en l'occurrence. Ce qui mène à l'étude du micro, qui ensuite justement crée des silos, vous le disiez justement auparavant. Bon, il y a cette explication qui peut être éventuellement philosophique. Il y a aussi une explication quelque part politico-bureaucratique. Je le vois par exemple à Bruxelles, où nous avons une commission qui a différentes maisons. Les maisons, par exemple, sur la stratégie industrielle actuellement, qui est au cœur d'une géopolitique de transformation, qu'elle soit au niveau biosphérique ou politique, ou géostratégique. Il y a peu de communication. Il y en a, mais elle n'est pas très efficace. Et puis surtout, en fait, on a vraiment l'impression que Bruxelles n'arrive pas à voir justement au-delà de la crise de la dette actuelle, la crise justement de la géopolitique actuelle. Il y a une concentration sur la Chine. Il n'y a pas d'anticipation, par exemple, sur les crises de l'eau. Or, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans la dernière année du Green Deal? C'est justement les confrontations avec les agriculteurs, qui sont en lien direct, comme disait justement François, avec les ressources fondamentales de l'eau, des sols, etc., etc. Or, à l'origine, le Green Deal, il était censé commencer par le programme, comment il s'appelait? De la fourche à l'assiette? De la ferme à la fourchette. C'était censé être l'une des pierres angulaires du Green Deal. C'était une patate chaude. On l'a laissé jusqu'au dernier moment. On l'a transféré à la prochaine commission. Pour le moment, on ne touche pas le Common Agricultural Policy, alors qu'en l'occurrence, transformer ça, ce qui bien évidemment soulève des fractures ou des tensions internes à l'Europe fondamentales. Mais si nous ne transformons pas ça, autant donner les clés à la Russie de l'Europe maintenant. Parce que c'est ça, en fait, qui est en train de se jouer. C'est un glissement, en l'occurrence, de différentes ressources qui sont reliées au rapport de force. Et maintenant, en fait, ce qui se passe avec cette notion de géostratégie qui, par ailleurs, nous est très inconfortable d'un point de vue valeur et qui n'est pas réinvestie, justement, de quelles sont les valeurs sur lesquelles, justement, les acteurs politiques doivent se baser aujourd'hui dans un monde qui est complètement, en fait, en mouvement et en rupture. Il va y avoir justement des glissements qui sont en train de se faire en lien avec les ressources, dans les rapports de force et donc dans la façon dont certains grands projets, comme ce que la Russie, par exemple, considère comme étant son projet, le projet de la Grande Eurasie, doit s'asseoir sur l'Europe et doit créer justement cet effet retour de l'histoire. C'est pour ça qu'on a un retour de l'histoire dans le futur de l'Anthropocène, et que c'est un retour de la réelle politique des ressources par rapport à des changements de territoire. Merci beaucoup. On a aussi beaucoup de réactions en ligne finalement à l'articulation de cette conférence sur l'anticipation versus la stratégie. Donc, je ne vais pas poser ces questions, mais j'ouvre ces débats et je me permets aussi d'en être le reflet, d'être le reflet des questionnements que nous envoient les personnes qui nous suivent en ligne. Le fait que ce manque d'anticipation, ou en tout cas peut-être cette faille dans la pensée occidentale, tient aussi à un manque de formation sur les éléments naturels et une forme c'est par rapport à ce que tu disais, Descartes, de distance entre la nature et la culture et la spécialisation de différentes sphères. Et puis des questions aussi, et là j'ouvre le débat pour le reste de la journée, sur des outils qui permettraient de surmonter cette défaillance de la pensée occidentale à
tout imbriqué, à penser de manière complexe. On parlait d'anticipation, on a parlé d'intégration de ces enjeux. À travers quels outils, à travers quelle scénarisation? Je pense que ça peut être une question qu'on se pose à l'Observatoire dans les prochains mois et de manière plus globale au sein de cette communauté scientifique. Quels outils apporter à la puissance publique et aux puissances économiques est-ce que ça passe par notamment la scénarisation du pire de manière euh, euh, commune à travers différents think tanks, par exemple, pour poser sur la table cette question. François, tu as 1 minute pour y répondre et ensuite il va falloir qu'on mette fin à cette table ronde. Simplement pour réfléchir ensemble à ces questions d'anticipation, de stratégie, etc. Une anecdote dont vous ferez ce que vous voulez, c'est que au GIEC, c'est une question dont les États ne veulent pas du tout entendre parler. Donc c'est un domaine que les gouvernements ne souhaitent pas du tout que nous couvrions. Et donc ils ne souhaitent pas du tout avoir une sorte d'objectivation scientifique de ces questions liées évidemment à la sécurité, au risque de conflit, au risque de tension, ni même aux questions de migration. Il y avait une très timide approche dans le 5e rapport qui a été publié en 2014 avec un chapitre qui portait sur les questions de sécurité humaine. Et apparemment, c'était le plus que les scientifiques avaient réussi à négocier avec les gouvernements, puisque ce sont les gouvernements qui fixent la table des matières, donc les sujets qu'on va traiter. Et cette question de la sécurité a été complètement évacuée dans le 6e rapport, qui est donc paru l'an dernier. C'est une question dont les États ne veulent, les États ne veulent absolument pas voir couverte par les rapports du GIEC. Même les questions de migration, il faut vraiment les introduire par la bande parce qu'ils ne veulent pas les voir couvertes. Et on va donc conclure cette première table ronde sur ces propos enthousiasmants. Et on vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour une table ronde sur la Chine. Peut-être aussi pour vous résumer rapidement le reste de la journée. Donc, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour comprendre plus en détail avec différents spécialistes qu'on a vraiment la chance de recevoir la vision chinoise des enjeux qu'on vient de traiter. Ensuite, on aura une pause déjeuner avant de continuer cet après-midi sur l'adaptation aux nouvelles conditions environnementales et notamment d'un point de vue sanitaire, et puis de se concentrer sur la région de la Caraïbe.